Bonsoir. Les Anciens, ce sont les Grecs et les Romains de l'Antiquité, juste pour préciser. Alors, pourquoi cette question? Pour illustrer la fragilité des connaissances humaines et pour servir de mise en garde. On vit dans un âge d'or technique. À chaque année, il y a des produits plus performants, plus sophistiqués qui sont mis sur le marché. L'industrie humaine a, tant bien que mal, réussi à nourrir plus de 7 milliards d'individus. Les famines des siècles passés sont un mauvais souvenir. Et, parallèlement à ça, les connaissances les plus poussées dans tous les domaines nous sont offertes la plupart du temps gratuitement. Il suffit de quelques clics sur Internet pour les cueillir. Et pourtant, tout ça est fragile, tout ça pourrait disparaître. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est déjà arrivé. Ce qui est illustré ici, on appelle ça la machine denticitaire. Au fond, c'est ce qui est en bas. Ça, c'est une reconstitution de la machine denticitaire. Ça a été découvert dans une épave romaine, donc ça a été découvert vers 1900, dans une épave romaine qui date du 1er siècle avant notre ère. Et ça a pris un bon bout de temps, depuis seulement les années 2000, on a réussi à comprendre ce que c'est, à savoir ce que c'est, parce qu'on a des techniques d'imagerie plus sophistiquées, rayons X, etc. Et on s'est rendu compte que c'est en fait un calculateur astronomique fait de dizaines d'engrenages en bronze et qui réussit à prédire les éclipses de soleil, les phases de la Lune, le mouvement des planètes, et ainsi de suite. Avant, il y a quelques années, on n'avait aucune idée que les Grecs de l'Antiquité étaient capables de construire un dispositif comme celui-ci. Une autre preuve des prouesses techniques des Anciens, c'est dans les constructions, la perfection des constructions. Ce que vous avez ici, c'est le pont du Gard, c'est une partie de l'aqueduc de Nîmes, dans le sud de la France. Et cet aqueduc affichait une dénivellation, une pente de 25 cm par kilomètre, sur 50 km de long. Remarquable. Et parallèlement à ces prouesses techniques, il y avait des connaissances scientifiques, disons, entre autres, qui, à la différence près que ces connaissances-là ont eu leur apogée, si on veut, donc l'âge d'or de la science antique, c'est entre 300 avant notre ère et 150 avant notre ère. Il semble qu'après cette époque, il y a eu une espèce de, non pas de, oui, de décadence, disons que la science a cessé de progresser, elle s'est figée dans un état peut-être sous-standard, et finalement, avec la décadence de l'Empire romain, eh bien, les livres, les manuscrits, c'est-à-dire ont disparu de plus en plus. Il y a quelques trucs qui ont été recopiés, et c'est ce qui est parvenu jusqu'à nous, c'est ce qu'on en sait. Donc, il faut se rendre compte que la copie, avant l'imprimerie, la copie était un élément essentiel de la transmission du savoir. J'en prends comme exemple l'œuvre la plus connue de la science antique, c'est-à-dire les éléments de géométrie, les éléments d'Euclide. Ce livre-là est peut-être le plus ancien manuel scientifique connu. Ça a même servi de manuel scolaire jusqu'au XIXe siècle. C'est le livre le plus édité, après la Bible, depuis l'invention de l'imprimerie. Il y a plus de 1000 éditions des éléments d'Euclide. Et pourtant, toutes les éditions viennent d'un manuscrit qui date d'à peu près 900 de notre ère. Ce manuscrit-là est le plus ancien connu, qui contient tous les éléments. Il y a un fragment de manuscrit papyrus qui date du 1er siècle de notre ère, une proposition. Et pourtant, Euclide vivait 300 ans avant notre ère. Et la plupart des propositions, des théorèmes dans son œuvre étaient connues avant, jusqu'à l'époque de Pythagore, 200 ans avant. Donc on voit le fil très ténu des connaissances qui vient de 500 ans avant notre ère, en passant par un manuscrit jusqu'à nos jours. Beaucoup des œuvres de l'Antiquité étaient en fait des catalogues, ou enfin comportaient des catalogues d'autres œuvres, des bibliographies, si on veut. Et c'est avec ça qu'on mesure un peu les pertes, c'est-à-dire les œuvres dont on sait qu'elles existent, mais qu'on n'a pas. L'une des œuvres qu'on pensait perdues du grand Archimède, Archimède c'était le plus grand ingénieur de l'Antiquité, dit-on, eh bien, l'une des œuvres les plus connues d'Archimède s'appelle La Méthode. C'est un beau nom.
Dans ce livre, il explique une technique mathématique qui préfigure le calcul intégral, comment calculer le volume d'une sphère, comment calculer le volume d'un hémisphère, et ainsi de suite. On croyait cette œuvre perdue à jamais jusqu'en 1906, où un savant danois a trouvé ceci, quelque part à Constantinople. Et on appelle ça un palimpseste. C'est un nom compliqué. Un palimpseste, c'est un manuscrit qui a été recyclé, c'est-à-dire c'est du parchemin, c'est la peau d'un animal, qui a été effacé, gratté, pour faire place à quelque chose d'autre. Donc, dans cette illustration qui est comment dire, enrichie par une lumière artificielle, on a deux livres, un qui est écrit horizontalement et un qui est écrit verticalement. Et donc, le plus pâle d'entre les deux, c'est le livre d'Archimède. L'original, donc le premier parchemin, a été copié au Xe siècle de notre ère. Il a été effacé 300 ans plus tard pour être remplacé par un livre de prières. Et donc, ça, c'est le sort qu'on réservait aux chefs-d'œuvre de l'Antiquité. L'une des idées reçues de nos jours, c'est que les gens du Moyen-Âge et de l'Antiquité pensaient que la Terre était plate. Il y a des gens au XXIe siècle qui pensent que la Terre est plate. Mais au Moyen-Âge, les gens instruits savaient que la Terre était sphérique. Dans l'Antiquité aussi. Il y a un grand savant de l'Antiquité qui s'appelait Ératosthène, qui vivait au IIIe siècle avant notre ère, qui avait calculé et mesuré que la circonférence de la Terre était de 252 000 stades égyptiens, ce qui correspond à la valeur réelle à 1 ou 2 % près. C'est l'erreur de cette estimation-là. Et l'erreur vient surtout du fait qu'on ne sait pas avec une très grande précision ce que vaut un stade égyptien. Mais toute son œuvre, c'est un immense livre, le livre d'Ératosthène, on ne l'a pas, le livre est perdu. Tout ce qu'on connaît de lui, c'est par citation dans un autre auteur, dans un autre livre plus tardif. Et c'est comme ça avec beaucoup de grandes œuvres scientifiques de l'Antiquité. Une autre idée préconçue, plus dans le domaine académique, celle-là, c'est que les anciens ne connaissaient pas le principe d'inertie, c'est-à-dire F égale ma, les lois de Newton, la mécanique. Ils ne connaissaient pas non plus la gravitation universelle. Donc, c'est ce qu'on admet généralement. En fait, la vision qu'on a de la science antique, celle qui a été transmise le plus souvent, c'est d'un système du cosmos où les différentes planètes, les astres, sont fichés sur des sphères ou des cercles qui sont imbriqués les uns dans les autres et qui tournent de manière régulière. Un système géocentrique avec la Terre au centre, et où il n'y a pas vraiment de cause, il n'y a qu'une description mathématique du mouvement. Or, certains indices nous permettent de douter de cela. Et ça ne vient pas des livres des grands scientifiques de l'Antiquité, qui sont la plupart perdus, ça vient de sources secondaires par la bande, c'est-à-dire des citations qui sont dans d'autres œuvres plus tardives, par des auteurs qui ne sont pas des scientifiques eux-mêmes, c'est des oui-dire en quelque sorte. Et je vais vous en citer 3. Je vais commencer par Plutarque. Plutarque, c'est celui qui a écrit les vies parallèles des Grecs et des Romains. C'est un historien célèbre qui vivait environ en 150 de notre ère. Et dans un de ses ouvrages mineurs, moins connus, où il parle du mouvement de la Lune. Et il dit, toutefois, ce qui aide la Lune à ne pas tomber sur la Terre, c'est sa marche même et la rapidité de sa révolution. Ainsi, les projectiles placés sur une fronde se trouvent retenus par le mouvement circulaire qui leur est imprimé. Chaque corps, en effet, suit son impulsion naturelle, à moins d'en être détourné par une autre. Voilà pourquoi la Lune ne cède pas à l'entraînement de sa pesanteur, parce que cette pesanteur même est neutralisée par la rapidité de sa révolution. Donc, pour ceux qui ont fait un peu de physique et de mécanique, c'est la force centrifuge. La force centrifuge qui contrebalance l'attraction de la Terre et de la Lune. Okay. C'est tout à fait moderne comme affirmation, et ce n'est pas du tout en ligne avec ce que l'on sait de la science antique habituellement. C'est donc étrange, même venant de quelqu'un qui était, comme Plutarque, cultivé, mais non pas un scientifique lui-même. Autre citation, Sénèque, 1er siècle de notre ère. Si les planètes s'arrêtaient, cela signifie que ces corps, qui sont en mouvement constant et équilibré, tomberaient les uns sur les autres. C'est très gravitation universelle, n'est-ce pas? Les planètes s'attirent les unes les autres. Vitruve, qui est un architecte romain, 1er siècle avant notre ère. La puissante force du Soleil, étendant ses rayons comme un triangle, attire vers lui les planètes et empêche leur mouvement vers l'avant.
et les force à revenir vers lui. Donc ça aussi, c'est étrangement moderne comme affirmation. Et contraire à la description naïve qu'on a des mouvements des astres, surtout qu'ici le Soleil est au centre. Et en passant à la citation de Plutarque de tout à l'heure, Newton la connaissait, Newton l'a citée dans une des œuvres de jeunesse qui n'a pas été publiée. Donc, il y a un fil conducteur entre la science de l'Antiquité et la science moderne. La science moderne n'est pas née au XVIIe siècle, elle est ressuscitée au XVIIe siècle à partir d'une survivance de la science antique. Cette science antique, elle a connu son âge d'or, comme je le disais, entre 300 et 150 avant notre ère. Alexandrie était le centre. Alexandrie a été fondée par Alexandre le Grand en 331 avant notre ère. Ensuite, l'Égypte est devenue un royaume avec des rois grecs. La plupart s'appelaient Ptolémée, de 1 jusqu'à 15, je crois, quelque chose comme ça. Il y a eu Cléopâtre aussi. Bon. Et Ptolémée II a fondé le musée d'Alexandrie, musée au sens de temple des muses, c'était comme l'université de l'époque. Donc on y enseignait la littérature, la physique, les mathématiques, la médecine, la philosophie, ainsi de suite. Et Alexandrie, ce n'était pas le centre exclusif, il y avait aussi des grands savants ailleurs. Donc Archimède, dont j'ai parlé, était à Syracuse, en Sicile. Mais le point commun, c'est qu'ils étaient tous grecs. C'est un fait notable qu'on ne connaît, on ne peut pas nommer un seul mathématicien romain. De l'époque romaine, oui, mais des Grecs, mais pas de Romains. Alors, comment est-ce que tout ça a disparu? Difficile à dire. Il y a des facteurs qui n'ont pas aidé. Il y a eu une guerre civile en Égypte dans le temps du roi Ptolémée VIII, et les savants grecs, ou la communauté grecque d'Alexandrie a choisi le mauvais côté, enfin le mauvais bord de la guerre civile. Il y a eu une purge après, et puis cette communauté, qui était le ferment du développement de la science, a été détruite. Mais la raison de fond, probablement, c'est que les Romains ont pris possession du bassin méditerranéen à partir du 1er siècle avant notre ère, ont utilisé les connaissances des Grecs. C'était un peuple très pratique. Ils voulaient appliquer ces connaissances-là, mais ils n'étaient pas tellement intéressés à les développer, ces connaissances pures. Et donc la science a stagné, et puis l'Empire romain est entré en décadence. Probablement que la plupart des gens de l'époque, enfin très peu de personnes, probablement ont réalisé que l'Empire était en décadence quand il l'était. Et de fil en aiguille, ces choses-là ont disparu. Les manuscrits n'ont pas été recopiés, seuls les trucs les plus populaires l'ont été. Et voilà, ça a donné le Moyen-Âge, et ça a donné une science qui a failli mourir, mais qui est ressuscitée quand même. Alors, est-ce que la science moderne est menacée d'un oubli semblable? Pas pour le moment, parce qu'elle n'a jamais été aussi bien diffusée dans l'histoire. Mais l'histoire, malheureusement, a fâcheuse tendance à se répéter. Merci.